Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, à vous qui êtes ici et puis à vous qui êtes en ligne. Donc bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle La vie selon. Voilà, nous accueillons ce soir Jean-Philippe Usan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes cosmologiste, directeur de recherche CNRS et vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, pour rappel, la cosmologie, c'est cette science, cette branche, on va dire, de la physique qui étudie la structure, l'origine et l'histoire de l'univers. D'emblée, j'ai envie de vous demander si pour un physicien, cette question de la vie, elle coule de source. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée quand vous avez démarré vos études de physique, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Alors la physique, c'est principalement l'étude de la matière inerte et des interactions fondamentales. Et donc la vie n'existe pas pour un physicien, d'accord? Donc c'est pas quelque chose dans les cours de physique, on vous dit pas la vie. Bien sûr, la physique sous-tend la chimie qui sous-tend la biologie, c'est-à-dire que tous les phénomènes vivants qui existent ici doivent satisfaire aux lois de la nature qui sont les lois les plus fondamentales. Donc bien sûr, il y a un impact, mais la vie ne se trouve pas là. Et en fait, quand on y réfléchit après, alors quand on est jeune, on ne se pose pas la question, parce que quand on est jeune, on suit ses études, on est intéressé par les trous noirs, par les machins comme ça. Donc on rêve, on veut faire son truc, et puis plus tard, on élargit un petit peu son champ de réflexion, et on se dit, il y a quand même un truc embarrassant. Et la cosmologie, spécialement la cosmologie du dernier siècle, nous met dans une situation que moi je trouve très embarrassante. C'est quoi ce truc embarrassant? Alors je vais essayer de le résumer de façon le plus courte possible. On a appris en un siècle que notre univers, donc on a un modèle cosmologique qui décrit l'histoire et la géographie de l'univers, qu'on appelle le modèle du Big Bang. Et dans ce modèle-là, l'univers a 13,8 milliards d'années. Il émerge d'une phase qui est chaude, dense, sans structure. Donc il n'y a que des particules élémentaires très très chaudes. Il n'y a pas donc de molécules. Il n'y a pas d'atomes non plus. Il n'y a pas de planète. Il n'y a pas de soleil. Il y a juste une sorte de plasma, de particules élémentaires très très chaudes. Donc principalement, on va dire, si on se met une seconde après le Big Bang, des protons, des neutrons, et puis des particules de lumière qu'on appelle des photons, leurs antiparticules, et puis c'est tout. C'est chaud, ça se dilue, ça se refroidit, et donc vous voyez qu'il n'y a pas, le carbone qui me constitue n'existe pas, tous les atomes qui nous constituent n'existent pas, le sol sur lequel j'ai besoin de me déplacer n'existe pas. En fait, tout ça n'existe pas. Et donc la question qui va se poser, c'est comment ces choses-là apparaissent. Donc ça, c'est la première évidence. Et Georges Lemaître, qui est considéré comme un des plus grands penseurs du modèle du Big Bang, en 1931, il dit une cosmogonie vraiment complète doit expliquer les soleils et les atomes. Et vous voyez, il reste dans le champ de la physique, expliquer les soleils, les atomes. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait expliquer aujourd'hui. On sait expliquer comment les atomes se forment. On sait expliquer comment les étoiles, les planètes, les galaxies se forment. Mais il aurait pu ajouter doit expliquer la vie. Parce que finalement, quand vous faites de la cosmologie, la première observation que vous faites, c'est que vous, être vivant, êtes ici en train d'observer l'univers et de l'étudier. Et ça, c'est un fait que vous devez expliquer. Vous devez expliquer Pourquoi on en est là? comment on en est là. Donc ça, vous Comment on voyez, en est là? c'est le premier pendant. Tout ça n'existe pas. Mais c'est pire que ça. Les théories de la physique fondamentale, donc ça va être des structures, pour ceux qui ont fait un peu de maths, on écrit des actions, des Lagrangiens, des structures mathématiques qui décrivent ces particules élémentaires. Donc dans ces théories-là, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le langage, il n'y a pas les mots, il n'y a pas la conscience. Tout ça qui sont des phénomènes qui existent, qui agissent sur le monde, ne sont pas présents des théories fondamentales. Et on voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un élan qui avait commencé avant, mais qui a été dû principalement au succès de la physique des particules, d'une vision très très réductionniste du monde, de se dire que tous les phénomènes complexes, on pourra les comprendre si on est capable de casser tout en morceaux et qu'on comprend le fonctionnement des composants élémentaires. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible parce qu'il y a ces phénomènes qui sont des phénomènes émergents. Il y a un moment, il y a quelque chose qui apparaît dans l'univers, on ne sait pas comment, donc il faut un scénario d'origine, donc un mécanisme qui va expliquer l'apparition de cette chose-là, et qui n'est pas présent dans la théorie fondamentale. Alors, votre micro s'est coupé. Je me suis coupé. Non, il a juste eu un, voilà, il y a eu un. Est-ce qu'il y a quand même dans ce scénario une date? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dater l'émergence de la vie? Ah, alors ça, c'est plutôt les géologues et puis les anthropologues, comme non, les géologues et les paléontologues qui travaillent là-dessus, mais on peut dire que probablement il y a 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, il y a de la vie sur Terre.
Et donc, on pourrait peut-être se poser les questions déjà de... Donc, si je le fais en astrophysicien, Oui, c'est ça. cette vie, alors on va parler déjà de la vie telle que nous on la connaît, hein, pas de la vie en général, je pense que là je suis assez incompétent sur le sujet. La vie telle qu'on la connaît, nous observons, elle se passe sur une planète autour d'une étoile. Donc la question, il faut déjà des étoiles, il faut déjà des planètes, un certain type de planète. Donc on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'apparaissent les premières étoiles, et ça c'est quelque chose que l'on arrive à dater. Donc en gros, il faut une centaine de millions d'années pour former les premières étoiles. Il faut savoir que les étoiles, elles vont briller pendant un certain temps, et plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Alors notre Soleil a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Si vous prenez des étoiles de 20, 30, 60 masses solaires, elles vont avoir quelques millions d'années de vie. Donc elles vont consommer leur carburant nucléaire de façon beaucoup plus rapide. Et ensuite, elles vont se transformer en supernova. Et ce qu'elles vont relâcher dans l'espace, c'est la matière en fait qu'elles ont synthétisée. Donc on comprend déjà, c'est une grande découverte pour moi de l'histoire de la science et de l'astrophysique, que ce sont en brillant que les étoiles transforment l'hydrogène et l'hélium qui étaient là au début, on va dire quelques minutes après le Big Bang, dans finalement ces diamants que sont le carbone, l'azote, l'hydrogène qui nous composent. Donc il faut déjà qu'il y ait une première génération d'étoiles. Au passage, quelle est la plus vieille étoile qu'on ait mesurée? Alors, comme je ne retenais pas les chiffres, ça, je l'ai été le chercher dans mes notes. Voilà. Donc, la plus vieille étoile connue, si vous voulez son nom, elle s'appelle HID 11952. On aurait pu lui trouver un autre nom, franchement. Ouais, mais ça, c'est pas. Voilà, on aurait pu la baptiser autrement. En effet, donc actuellement, cette étoile, elle est datée à 12,8 milliards d'années. Très bien. Donc, Voilà. si on fait une petite soustraction, ça nous donne le temps. Voilà, l'univers a 13,8 milliards d'années. Donc voilà, on est à 400 millions d'années. Donc on pense qu'il y avait des étoiles avant ça. Donc dès qu'on a ces premières étoiles qui vont se transformer en supernova, on va avoir des éléments chimiques lourds. Donc voilà, tous les éléments dont on a parlé. Et à partir de là, si vous avez du carbone, tout ça, donc vous pouvez commencer à faire des petits cailloux. Donc vous allez avoir une deuxième génération. Donc il va y avoir cette explosion, cette matière va être relâchée dans l'espace. Et puis il va y avoir de la cristallisation, des petits cailloux qui vont se former, éventuellement des planètes qui vont se former. Et ça peut prendre quelques centaines de millions d'années. Donc, et là, j'ai noté que le plus ancien système planétaire connu, lui, il a 13 milliards d'années. Donc, il n'est pas autour d'une étoile, il est autour d'un système binaire qui est composé d'une naine blanche et d'un pulsar. Et donc, on a une planète qui est plutôt une planète géante type Jupiter. Et la plus vieille planète tellurique connue, elle a 11,2 milliards d'années. Donc, on voit, en fait, si on met ces chiffres-là, ils sont pas, voilà, faut pas retenir cela précisément, mais il faut se dire qu'on a l'univers qui a 13,8 milliards d'années et qu'en gros, 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang, les conditions, j'ai une étoile, donc une source d'énergie, j'ai une planète, donc on va dire un sol, qui n'est pas nécessairement solide. Hein. La vie on pourrait avoir une planète avec de l'eau, par exemple, où que la vie pourrait se développer. Donc déjà, ça nous donne des jalons. On voit, et ensuite, la question est comment est-ce que la vie apparaît. Ça, pour l'instant, il y aura, j'espère, dans le cycle, des gens plus compétents que moi pour vous donner des idées là-dessus. Mais ce que j'ai cru comprendre, qu'on a observé sur Terre, c'est que dès que la vie a apparu, en fait, le développement est assez rapide. Oui, parce que les conditions dont vous parlez là ne nous conduisent pas jusqu'à la Terre. Il a fallu quand même énormément de temps encore pour avoir le système solaire et jusqu'à preuve du contraire, la vie, elle n'existe que sur la Terre. Alors ça, c'est une observation. La vie n'existe que sur la Terre. Mais il faut dire que tout ça est très, très jeune. Là aussi, il faut toujours penser, quand on parle d'observation, à la perspective observationnelle des choses. Il faut se rappeler, parce que ça, pour moi, c'est fondamentalement important, qu'il y a un siècle, personne ne savait qu'il y avait d'autres galaxies. Ça, c'est quelque chose que nous ne savions pas. Ça a été découvert en 1924. On pouvait supposer qu'il en existait, comme Kant l'avait fait bien avant. C'est pareil pour les exoplanètes. On connaissait toutes les planètes du système solaire et on aurait pu dire finalement, il n'y a qu'autour du Soleil qu'il y a des planètes. Il y avait des gens qui argumentaient qu'il doit y avoir des exoplanètes. Il a fallu attendre 1995 pour avoir la preuve observationnelle de l'existence d'une exoplanète. Alors aujourd'hui, on en découvre presque tous les jours. On a des catalogues qui augmentent, mais on voit que c'est quelque chose de très, très récent. Donc ça, c'est ça aussi qu'il faut se dire donc, pour la vie. Et puis la deuxième question d'astronomie, c'est
c'est bien beau d'avoir des exoplanètes, c'est bien beau de dire elles ont telle masse, elles ont telle température, elles sont à telle distance de leur étoile. Comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'il y a de la vie sur cette planète? Parce qu'il va falloir avoir des preuves indirectes. Donc, est-ce que cette planète a une atmosphère? Quels sont les éléments chimiques qu'il y a dans l'atmosphère? Et à partir de là, quelle est la probabilité qu'il y ait de la vie? On ne parle pas de vie intelligente. Aujourd'hui, on est en train de se dire, on cherche des micro-organismes qui éventuellement sont sous la surface du sol ou dans un liquide. Donc, on n'est pas en train de chercher des extraterrestres comme le programme SETI a voulu le faire en cherchant les signaux extraterrestres. Et donc, il y a toutes ces planètes-là, et là, les programmes de recherche sont en train de se faire, parce qu'il faut imaginer que vous avez une étoile, donc c'est comme essayer de fixer une de ces lampes-là qui est extrêmement lumineuse, et vous mettez un point qui est peut-être 1000 fois plus petit que cette chose-là, ou 100 000 fois plus petit, à côté, et qui ne brille pas lui-même. Et il faut que vous arriviez. Alors, on peut prouver qu'il existe là, parce qu'en fait, sa gravité va avoir des influences en fait sur l'astre que l'on voit. Ça peut être son centre de gravité qui va un petit peu bouger, ou alors il peut y avoir une baisse de sa luminosité quand l'étoile passe devant. Donc, on a des techniques pour mettre en évidence cette planète, mais étudier la composition chimique de son atmosphère et dire éventuellement il y a de l'eau. Éventuellement, il y a des acides aminés, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Et en fait, on est juste au début de ces programmes observationnels. Donc l'aventure sur cette chose-là ne fait que commencer. Et dire que pour l'instant, il y a de la vie sur Terre, en fait, c'est juste de dire, vous savez, on vient juste de commencer à compter les épis là, dans la botte de foin. Donc on est assez c'est intéressant. tranquille. Oui, c'est intéressant parce qu'à votre place, il y a quelques semaines, Jean-Pierre Bubring, lui, nous a fait la démonstration qu'il n'y avait de la vie, évidemment, que sur Terre, mais qu'en plus, il ne pouvait y en avoir que sur Terre. Vous semblez dire que la recherche est assez jeune, suffisamment jeune pour pouvoir espérer que les exobiologistes trouvent un jour une forme de vie ailleurs, dans d'autres systèmes planétaires. Quand on fait une démonstration, il y a deux choses. Il y a les présupposés qu'on prend de part et la logique. Ça, c'est ce qu'on fait en mathématiques. Donc, si les présupposés, une fois que vous avez, vous avez pris vos axiomes de départ, si vous ne faites pas d'erreur de raisonnement, tout ce que vous prouvez est vrai. Et en général, quand la nature vous dit que vous avez tort, ça veut dire que vous devez aller changer vos axiomes de départ et vos présupposés. Donc, je ne sais pas, parce que comme je ne l'ai pas vu, la conférence de Jean-Pierre Bubring, il connaît énormément, parce qu'il a beaucoup plus étudié le système solaire que moi et ces questions-là. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même, si on fait simplement, on met les chiffres, plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans chaque galaxie, plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable, des planètes autour de presque chacune des étoiles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui prouvé, en tous les cas, dans notre galaxie. Donc la question se pose, savoir, est-ce que c'est si unique que ça? Oui, statistiquement, pour vous, il n'y a Voilà. pas de raison, c'est ça? Il y a les statistiques, et ensuite, à côté, donc si on dit on a la preuve que, pour moi, ça s'appelle un théorème mathématique. Et la physique, c'est ça, la physique, elle adore mettre les mathématiciens en défaut. C'est-à-dire qu'il il y a toujours des choses qu'on dit qui n'existent pas, et en fait, il y a plein d'endroits où les conditions pour la vie pourraient exister. Donc, je pense que là-dessus, il faut être très, très prudent. On est vraiment, pour moi, au début de la compréhension. Je ne suis pas biologiste, mais il y a aussi ce problème de savoir comment est-ce qu'on imagine les formes de vie qui ne sont pas des formes de vie terrestres. Parce que là aussi, on a étudié plein de formes de vie sur Terre. On nous a dit, dans certains environnements, je me rappelle, quand j'étais à l'école, on disait là, il ne peut pas y avoir de vie. On a découvert des formes de vie extrémophiles dans les profondeurs, dans les fumoirs, dans tout ça. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une exploration de l'espace des possibles par le vivant bien plus large, que finalement le vivant lui-même dans son ensemble est bien plus intelligent qu'une seule catégorie du vivant qui s'appelle l'être humain, donc dans sa créativité à s'adapter. Donc là, je pense que de ce côté-là, aujourd'hui, de dire que peut-être dans le système solaire, il n'y a pas d'autres sources de vie, même s'il y a quand même cette question autour de Encelade, où là, il y a eu quand même après la sonde Cassini, de se rendre compte que les conditions pour la vie dans l'océan, donc Encelade, qui est un des satellites de Saturne, qui est une planète glacée, on sait qu'il y a sous la glace, il y a de l'eau qui repose sur la roche. On ne peut pas avoir de photosynthèse, mais on peut avoir ce qu'on appelle de la chémosynthèse. Donc, on peut créer de l'énergie. Et on a découvert, donc, dans les fumoirs, dans les geysers qui étaient dans Encelade, en fait, toutes les atomes, les molécules qui permettraient de dire il y a des briques élémentaires pour faire la vie. Donc, toutes les conditions sont réunies. Est-ce qu'elle y est pas? Je pense qu'il y a une discussion de savoir est-ce qu'on va aller faire des forages sur Encelade pour voir s'il y a de la vie. Donc, peut-être qu'on pourra prouver que dans le système solaire, il n'y a pas de vie ailleurs que sur la Terre. Dans la galaxie, je pense qu'on a pas mal de boulot avant d'y arriver. Et dans l'univers, je serais
tendance à dire que ça sera impossible à prouver. Donc ça, c'est... Alors, pour revenir à cette question, votre définition de la vie, en tant que physicien ou cosmologiste, à quels outils vous pourriez faire appel ou quelles lois de la physique vous pourriez convoquer pour nous donner une définition de la vie, la vôtre ou celle des physiciens? Alors, je ne vais pas être suffisamment prétentieux pour donner une définition, mais peut-être des caractéristiques. En partant de la physique, en fait, de ce que nous dit la physique sur le comportement des systèmes. Si je prends un système inerte, par exemple, je mets de l'eau dans ce verre-là et j'attends suffisamment longtemps, il va s'équilibrer thermiquement avec son environnement. Pareil, si je prends deux solutions avec, on va dire, du sel et de l'eau, et que je les mets en contact, la concentration de sel va se mettre identique dans les deux solutions. Donc on va arriver à des équilibres chimiques, on va arriver à des équilibres thermiques. La première chose qu'on remarque avec le vivant, c'est qu'elle viole ces lois de la nature. Nous avons une température de 37 degrés, indépendamment du fait que dehors il fasse 39-40, ou ça, non, on n'aime pas qu'il fasse 39-40, ça c'est pendant l'été ou dans certains pays, mais disons qu'il fasse 10 degrés. Donc intérieurement, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle le métabolisme, qui crée de l'énergie et qui vous permet de rester en dehors de l'équilibre thermodynamique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis de l'équilibre chimique. Et ça, on le sait tous, quand on voit les films de policiers. Vous savez, il y a les films d'enquête policière. Des fois, on trouve le cadavre. Et là, si vous mesurez la température du cadavre, vous faites un petit modèle mathématique. Le métabolisme s'est arrêté à un certain moment. Le corps se met à l'équilibre avec son environnement. Si vous savez, en gros, que dehors, il fait 10 degrés parce que c'est la nuit, machin, ou qu'il a plu, tout ça, vous faites des petits calculs et vous pouvez dire, eh bien, en gros, s'il était en gros à 37 degrés, entre 37 et 38, parce qu'il n'était pas malade, eh ben, il a dû mourir il y a 3 ou 4 heures ou 10 heures. Donc, C'est voyez, le temps qu'il lui a fallu pour ouais, revenir à l'équilibre. voilà. Donc, voilà, pour respecter les lois fondamentales de la nature. Donc, ça, c'est Bon, mais ça, c'est quand on est mort. ça, c'est quand on est mort. Mais le fait de dire qu'on est mort, ça nous dit quelque chose il y a quelque chose qui est différent quand on est vivant. Donc ça, c'est la première étape, c'est de dire c'est un système qui est capable de rester en dehors de l'équilibre thermodynamique. Et pour faire ça, il faut que ce système ne soit pas isolé, il faut qu'il soit en contact avec l'extérieur et donc qu'il absorbe de la matière, qu'il absorbe de l'énergie. Ça, on le fait tous, hein, on mange, donc ça, c'est ça aussi qui est la source du fait que nous restons en vie. Ensuite, quand on voit quelque chose de vivant, on se rend compte que c'est un système qui est organisé. Si je prends une solution avec des molécules chimiques, en fait, c'est quelque chose où il n'y a pas d'organisation. Là, il y a de l'organisation. Et dans cette organisation-là, il y a des fonctions qui apparaissent. En physique, on va avoir des particules élémentaires, des molécules qui ont des propriétés. Elles ont des formes, elles ont des charges électriques, elles réagissent d'une façon ou d'une autre au champ de gravité, au champ électrique. Elles n'ont pas de fonction. La fonction n'existe pas dans la physique fondamentale. Elles n'ont pas de but non plus. Dans le vivant, des fois, il y a des buts parce que vous voulez faire des choses, mais les animaux veulent faire des choses, les cellules veulent faire des choses. Et ces fonctions, elles sont là. Donc votre cœur, il a une fonction, c'est de faire circuler le sang. Le sang, il a une fonction, c'est de transporter l'oxygène. Les mitochondries dans les cellules, elles ont une fonction, c'est créer de l'énergie. Donc en fait, il y a une sorte d'organisation hiérarchique, modulaire, d'objets qui fonctionnent comme des boîtes noires, en fait, chacune, et qui permet le fonctionnement. Et ce fonctionnement, c'est principalement une circulation d'informations et d'entropie dans tout d'informations et d'énergie et de matière dans tout le système. Et donc l'inerte, il n'a pas de fonction ni de but. L'inerte, il est là, c'est une sorte de... c'est le bac à sable dans lequel on va aller servir, quoi, c'est la banque. Et donc, si je prends déjà ces éléments-là, une petite définition, mais très de physicien, très réductionniste, donc voilà, c'est voulu, hein, parce que c'est aussi un peu ce qui a été demandé là. Je dirais qu'une première définition de la vie, c'est un état métastable, parce que la vie, elle dure pendant un instant, et puis à un moment, elle s'arrête. Hein, comme on disait tout à l'heure, on meurt. Donc c'est un état métastable, dont l'état d'équilibre est la mort. Ça, c'est une vision de physicien. Mais vous voyez que déjà, dans cette définition-là, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire qu'un état métastable qui s'est auto-organisé, donc il y a une émergence de quelque chose, une émergence de cette organisation, une émergence de fonction, une émergence de but. Et ça dure pendant un certain temps. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait les conditions pour que ça se produise. Ça veut dire que vous soyez dans un environnement où, en particulier, vous ayez quelque part une source d'énergie, une source chaude. Ça, c'est notre étoile.
et puis que vous puissiez évacuer de l'énergie de ce qu'on appelle une source froide. Tous les moteurs en thermodynamique fonctionnent avec une source chaude, une source froide, et c'est ce qu'il vous faut pour rester en fait en fonctionnement, comme votre réfrigérateur, votre four, ça fonctionne de la même façon. La planète, globalement, elle a sa source chaude, c'est le Soleil. Sa source froide, c'est le fond de l'univers qui est à 3 degrés Kelvin, donc elle peut absorber de l'énergie, rayonner de l'énergie, donc elle va atteindre un certain équilibre. Et ensuite, à l'intérieur de ça, le vivant lui-même, chacune des espèces va trouver ses sources d'énergie pour rester en dehors de l'équilibre avec son environnement. Et donc déjà, ça, c'est des conditions qu'il faut réaliser, c'est pas quelque chose d'évident. Mais il y a d'autres lois qui ne servent absolument pas à définir la vie. Je pense, je sais pas, les lois de Newton, la gravité d'Einstein, la gravitation, pardon, d'Einstein. Est-ce que ça, ou même le comportement des particules à leur échelle, ça n'aide pas du tout pour définir la vie? Alors, je vais dire oui et non en même temps, parce que c'est une question compliquée, ça. Il est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, la physique sous-tend la chimie, qui sous-tend la biologie. D'accord, ce qui ne veut pas dire que toute la biologie s'explique par de la chimie. C'était Paul Dirac qui était prix Nobel, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi. Il avait dit la chimie est un exercice de physique quantique. Donc en gros, c'était une vision très réductionniste, c'est-à-dire que si vous connaissez cette théorie fondamentale, vous devez en principe être capable de tout expliquer. Donc ça, avec les phénomènes émergents, on sait que ce n'est pas le cas, mais on sait que tout phénomène qui va apparaître doit respecter les lois fondamentales de la nature. Et donc ce qu'il faut essayer de penser, c'est qu'il y a des théories fondamentales et que dans chacune de ces théories fondamentales, elle va nous donner l'espace de potentialité de toutes les choses qui peuvent éventuellement exister. Ça ne veut pas dire que ces choses existent. D'accord ? Et ensuite, il y a l'environnement. Vous êtes dans un certain contexte et l'émergence va se faire dans ce cadre d'environnement. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le vivant, mais par exemple, si je prends mon stylo ici. D'accord ? C'est un stylo, il existe. C'est un stylo qui est fait de matière. Les lois de la physique me disent que oui, c'est possible qu'il existe un tel stylo. Ça veut dire que les atomes, les molécules de ce stylo peuvent être agencés et que ce truc-là va rester stable. Il va exister. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister. C'est-à-dire, s'il y a des particules, si j'essaye de les mettre ensemble, soit ça se désintègre tout de suite, soit ça s'annihile. C'est pas possible. Donc, on a un espace de potentialité qui est gigantesque. On peut pas le cartographier complètement. Mais ça ne me dit pas pourquoi ce stylo émerge. Je peux prendre les conditions initiales du fond diffus cosmologique, 300 000 ans après le Big Bang, de faire tourner les équations de la physique fondamentale. Vous n'allez pas expliquer pourquoi ce stylo existe, parce qu'il y a plein de phénomènes non linéaires, vous ne connaissez pas les conditions initiales. Et puis surtout, ce stylo, il existe parce que nous, on est là. Donc ça, vous voyez, ce stylo, il existe parce qu'il y a un phénomène émergent qui a été la vie, qui a été en particulier l'être humain avec sa conscience, sa nécessité d'avoir un stylo, qui a inventé le stylo. Et donc, quelque part, c'est le contexte qui a eu une action, on dit descendante sur le système, qui a dit, je vais trouver un processus pour pouvoir mettre la matière comme ça, et de créer un objet qui a une certaine fonction. Et cet objet existe là, aujourd'hui, dans cette salle, disons, dans notre société, parce que ce processus, donc, qui est un processus qui n'existe pas dans les équations de la physique, qui est la créativité des gens qui ont besoin de stylos, qui est aussi le fait que ce stylo-là lui-même n'existerait pas si économiquement ce n'était pas viable d'avoir des stylos. On aurait trouvé autre chose pour que ces stylos existent. Et en fait, quand vous regardez les choses comme ça, vous vous dites que chaque objet qui existe autour de nous, là, dans notre univers à nous, est possible, et son existence est rendue possible par les lois fondamentales de la nature, mais pour l'expliquer, il y a un contexte sociologique, économique, historique, environnemental qui fait que cet objet existe. Et dans ce processus-là, il y a plein de choses qui ne sont pas dans les lois fondamentales de la physique. En particulier, il va y avoir des effets de sélection. Alors pour les objets, c'est plutôt une sélection lamarckienne, c'est-à-dire qu'on voit des fonctions, si on trouve qu'elles sont bien, on va les sélectionner. Et dans le vivant, il y a la sélection par l'environnement, donc la sélection darwinienne. Et on voit qu'il y a un certain nombre de... Ça va changer complètement la façon de penser la causalité, dès qu'on prend en compte à la fois les théories fondamentales et le contexte dans lequel ces théories s'expriment. Et pour le vivant, je pense que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a et ça encore, hein, c'est ni un médecin ni un biologiste qui vous parle, hein, c'est un physicien qui connaît bien la physique et pas peu le reste. Mais on a cette structure modulaire. Vous avez votre corps,
vous avez les organes qui composent ce corps, vous avez les tissus qui composent ces organes, vous avez les cellules qui composent ces tissus. Et en fait, à chaque fois, il y a des interactions, c'est-à-dire que le type de cellule vous dit que ce type de tissu est possible, ce type de tissu vous dit je peux le faire, il a des propriétés physico-chimiques qui permettent de faire tel type d'organe, mais en fait, lui-même n'existe que dans la cohérence du tout qui rétroagit sur le fait que ces cellules vont exister. Donc on a un système qui est un système bouclé et qui fait que c'est très difficile. On ne peut pas juste comprendre une des parties toute seule, ce n'est pas suffisant. On a besoin en fait d'une double compréhension. On va par exemple étudier les cellules, je ne sais pas, de la moelle, les cellules. Donc ça, c'est vraiment des études spécifiques. On va faire des expériences par exemple in vitro, pour comprendre ces choses-là. On peut expliquer pourquoi elles ont certaines propriétés, mais on ne peut pas expliquer, aujourd'hui on ne sait pas expliquer comment l'ensemble en fait se met à émerger, parce que vous ne pouvez pas juste aller comme dans un magasin acheter un cœur par ici, un foie par là, un machin, et puis dire comme quand vous construisez votre radio, on les met ensemble, j'ai acheté trois jonctions Josephson et puis machin, je les mets ensemble. Là en fait l'ensemble a émergé tout seul, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas expliquer. Mais quand même, en tant que cosmologiste, il y a bien eu... je comprends que l'émergence soit difficile à expliquer, mais on sait à peu près quelles conditions il a fallu pour que la vie émerge. On sait qu'il a fallu de l'eau, on sait qu'il a fallu une certaine température, etc. On est tout à fait d'accord. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'astrophysique nous donne les conditions. Pour une certaine forme de vie. Donc, les conditions, imaginons, si on observe autour de nous, déjà, il faut ces éléments qui nous constituent, c'est carbone, c'est azote, c'est oxygène. Ça, on l'a compris. Ça, c'est des choses qui sont très, très bien comprises. Nous avons compris, collectivement, la diversité de la matière. Donc, je vous ai dit, quelques secondes après le Big Bang, simplement des protons et des neutrons. Les atomes qui nous composent, ce sont des ensembles de protons et de neutrons. Il a fallu les mettre ensemble. On sait que les plus légers sont formés quelques minutes après le Big Bang, dans les 3 premières minutes. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. On va former le deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4, un peu de lithium, un peu de beryllium. Pour les autres, jusqu'au fait, on va les faire dans l'évolution stellaire. Et puis les atomes plus lourds, on va les faire par des phénomènes de type explosion de supernovas, spallation et ainsi de suite. Et donc, en fait, pour chacun des atomes de la classification de Mendeleïev, donc qui classifie tous les atomes qui existent, on peut donner le type de phénomène astrophysique qui va mener à sa formation. Par exemple, vous avez entendu parler, j'imagine, il y a 2-3 ans, il y a eu cette observation d'une fusion de 2 étoiles à neutrons. Et bien voilà, on a identifié que là, on formait de l'or, par exemple, dans ce genre de fusion stellaire. Donc ça, on peut dire l'astrophysique, et là c'est vraiment, on part des bases de la physique, qui nous dit les types d'étoiles qui peuvent exister, la durée de vie de ces étoiles, d'où elles tirent leur énergie, qu'est-ce qu'elles font en tirant leur énergie, et ça va nous dire, voilà, vous allez avoir à votre disposition tous les éléments chimiques que vous voulez. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut expliquer comment ces éléments chimiques forment des molécules. Il y a beaucoup de la chimie qui se passe en solution aqueuse, il y a de la chimie qui ne se passe pas en solution aqueuse, on sait qu'il y a de la chimie qui se fait sous forme de gaz, et ça, c'est quelque chose que l'on observe aujourd'hui. On a trouvé des acides aminés dans l'espace interstellaire, donc c'est quelque chose, par les observations, on sait qu'il y a des molécules qui sont formées dans ces processus-là. Très bien. Ces molécules, ce n'est pas encore la vie, ce sont les briques élémentaires de la vie, donc on sait comment on les forme. Et puis ensuite, il y a une sorte de discontinuité quasiment ontologique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un truc qui est vivant, qui va se reproduire lui-même, qui va évoluer, qui va utiliser son environnement. Et ça, c'est plus la physique qui vous dit comment on le fait. Et c'est là où, moi, en tant que physicien, je suis très embarrassé parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce sujet-là. Mais les conditions, le fait qu'il existe des systèmes planétaires, qu'une planète va avoir telle ou telle température. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les films de science-fiction, même dans les livres d'école, malheureusement. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Donc on vous dit... C'est pas vrai, la zone habitable, l'habitabilité d'une planète dont on nous parle tant sur les exoplanètes, justement. C'est pas une question de vrai ou de faux. Je vais expliquer pourquoi. Donc vous avez votre étoile. Selon le type de votre étoile, elle a une certaine température. Si vous mettez une planète à une certaine distance, vous pouvez calculer sa température en surface. D'accord ? Plus la planète est loin, plus sa température va être faible. Ça, c'est si elle n'a pas d'atmosphère. Si elle a une atmosphère, ça va changer un petit peu les choses, mais ça va. Et vous allez avoir une température en surface. Et en gros, vous dites, j'aimerais que sur la planète, il y ait de l'eau liquide. Donc, en gros, qu'il y ait des zones qui sont entre 0 et 100 degrés sur cette planète pour pouvoir avoir de l'eau liquide, parce que voilà, j'imagine que la chimie doit se faire dans de l'eau liquide et que la vie a besoin d'eau liquide. Donc, ça vous donne une zone, une certaine distance de votre planète. Vous devez être ni trop proche, ni trop loin. Mais ça, c'est si on veut que la vie apparaisse en surface.
Vous pouvez avoir de la vie qui va apparaître dans les sous-sols ou beaucoup plus loin sous un océan de glace en n'utilisant pas la photosynthèse. Donc en fait, ça c'est pour une vie, on imagine déjà une vie assez macroscopique à la surface d'une planète. Donc il faudrait dire une zone habitable en surface. Quelque part. Voilà, il faudrait préciser la chose parce que il y a des endroits, il y a des sites qui ne sont pas dans la zone habitable, mais en fait qui ont toutes les conditions pour l'apparition de la vie parce que on va utiliser la chémosynthèse, parce qu'on va avoir une banquise qui va faire qu'en dessous on a de l'eau liquide et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste, c'est pas que c'est faux ou que c'est juste, c'est que c'est quelque part. C'est une vision réductionniste. Voilà, c'était un peu réduit et donc pas tout à fait. Voilà, c'est pas suffisamment général. Et si on se réduit à ça, ben, en fait, on a beaucoup de sites où éventuellement il pourrait y avoir de la vie qu'on va laisser en dehors de notre analyse. Donc voilà, l'astrophysique, la physique, la chimie peuvent vous donner ça, mais elles ne vont pas vous expliquer, vous dire pourquoi, comment le petit, je ne sais pas si c'est une étincelle, une sorte de transition, comment est-ce que cette transition se passe. Et ça, c'est le vrai problème, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des théories qui nous décrivent des choses de plus en plus complexes. Eh bien, si je prends un objet complexe, que je le casse en morceaux, je peux comprendre une partie de son fonctionnement, mais en fait, je peux simplement justifier le fait qu'il existe. Donc, c'est une condition nécessaire, mais je ne peux pas, à partir de cette analyse-là, avoir une condition suffisante pour son existence. Et pour ça, il faut que j'ai une théorie supérieure qui dépasse les théories fondamentales pour expliquer ça. Donc, c'est ce qu'on appellerait une sorte de théorie d'origine de la vie. Donc, ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus, à partir de la chimie, à partir de la biologie, et qui essayent de voir si on peut, à partir de matière inerte, transformer cette matière inerte en une matière vivante. On connaît la matière inerte, on connaît la matière vivante. Il y a une transition entre les deux. Et pour l'instant, on n'a pas de description de cette transition. Tout astrophysicien que vous êtes, vous vous intéressez quand même à la biologie, notamment au vivant. Et on en a discuté à des articles qui sont parus sur des lois d'échelle, notamment. Il y a des choses assez troublantes, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas troublant, c'est peut-être juste des physiciens ou des scientifiques qui sont intéressés à essayer de trouver des corrélations dans le vivant. Et ils en ont trouvé des lois d'échelle, ou que ce soit par exemple pour le déplacement, des modes de déplacement. On s'est rendu compte qu'il y avait des constantes en quelque sorte. Voilà. Je vais essayer de... Un phénomène vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit respecter les lois de la nature au niveau de son fonctionnement. Il ne peut pas faire autre chose. Il a les lois de la physique, il n'a pas le choix. Donc le vivant, il doit trouver... En fait, on pourrait dire que le vivant, c'est un truc qui arrive à tricher avec les lois de la nature pour faire des choses qui, a priori, ne devraient pas exister. Peut-être qu'on pourrait aussi le formuler comme ça. Mais vous voyez, vous imaginez, vous voyez l'ensemble du vivant que vous avez sur Terre, vous avez des êtres microscopiques, macroscopiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un être humain qui mesure 50 mètres de haut? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que c'est possible voilà, de se déplacer, d'avoir un sportif qui court le 100 mètres en 2 secondes? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? On voit les records qui diminuent. Est-ce que c'est envisageable? Et là, on peut se dire, en fait, il faut comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et là, il faudra avoir presque une vision un peu réductionniste, à la façon thermodynamique, de dire, en gros, c'est une machine. Je ne connais pas trop les détails, mais c'est quand même une machine. Elle a une taille, elle a des choses. Et à partir de ça, est-ce que je peux mettre des contraintes sur ce qui est possible ou pas possible? Alors, c'est des contraintes qui ne vont pas être très précises. On va faire ce qu'on appelle une sorte d'analyse dimensionnelle, par exemple. Et puis, on va pouvoir dire, cet objet-là, il n'existe pas. Et si jamais on l'observe dans la nature, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important qu'on n'a pas compris. Donc ça, c'est un exercice qui, de toute façon, est un exercice important. Et donc, vous vous rendez bien compte que si vous êtes un animal qui mesurait 50 mètres ou qui pesait 2 tonnes, eh bien, si vous aviez le même type de squelette, fort probablement, il se casserait sous son propre poids parce que la gravité terrestre donne des contraintes sur les structures qui peuvent exister. On voit que les baleines sont beaucoup plus grosses. Elles sont dans l'eau, donc quelque part, il y a la force d'Archimède qui va compenser une partie de la gravité. Donc, ça leur permet d'avoir des structures beaucoup plus massives. Elles sentent moins leur poids, donc elles sont plus massives. Elles sont plus sphériques aussi, donc il y a des histoires d'échange d'énergie, donc elles minimisent leur surface, donc en termes de perte de chaleur. Donc on peut essayer de comprendre comment les phénomènes fondamentaux de la nature, en particulier les échanges de chaleur de matière, et puis la physique des matériaux dans un environnement avec la gravité terrestre, mais des contraintes. Et donc on peut se poser là. Donc il y a des gens qui se sont posés. C'était des Américains je ne me rappelle plus leur nom. Je suis vraiment désolé pour eux. Il y a quelques années,
Je me rappelle parce que j'avais fait un sujet de concours à Polytechnique sur ça. C'est pour ça parce que j'avais trouvé ça très très drôle. Qu'est-ce que vous avez demandé aux Et étudiants? on était parti ça, et donc à partir de ça, de retrouver ces lois-là. Donc je vais essayer on leur donner les hypothèses de Faites-le base. corriger. Non, pas le corriger, mais essayer de vous comprendre un peu comment. Imaginons que vous preniez, on va dire, un oiseau qui vole. Donc un oiseau qui vole, il bat des ailes. D'accord. Donc il y a un moment, son mouvement, on le voit comme ça en moyenne, mais en fait son mouvement c'est il monte, il tombe un peu, il monte, il tombe un peu. Donc c'est un vol qui est comme ça. Donc on va avoir un cycle qu'on va simplifier en je monte verticalement un petit peu, et puis ensuite je me déplace horizontalement. D'accord. Donc ça c'est la première chose. Et puis vous voulez que ça soit un vol constant, donc vous allez devoir dépenser de l'énergie pour faire ça. En particulier, à chaque fois que vous montez, c'est que vous devez lutter contre la gravitation. Et puis quand vous avancez horizontalement, vous devez lutter contre les frottements. D'accord. S'il n'y avait pas de frottement et qu'il n'y avait pas de gravitation, vous lancez une bille, elle continue à vitesse constante tout le temps, vous êtes tranquille. Donc là, vous devez lutter contre la gravitation et contre les frottements. Et donc là, vous vous dites, j'ai un animal, il a une certaine taille, donc la fréquence, par exemple, donc ça va nous donner une certaine, dans ce cycle-là, ça va nous donner une information, on va pouvoir exprimer cette distance-là. Les frottements, ils vont dépendre en particulier de la taille de l'objet, ils vont dépendre de la vitesse de cet objet. Et puis pareil, la gravitation, ça va dépendre de sa masse. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si on veut calculer l'énergie dépensée pour pouvoir faire ce mouvement-là dans un cycle qui est comme ça, eh bien, le mouvement à la gravitation, il va avoir une dépendance, il va diminuer avec la vitesse, alors que le mouvement horizontal, il va augmenter avec la vitesse. Et donc, la somme, si on veut avoir le processus qui minimise l'énergie dépensée pour se déplacer, eh bien, on voit qu'avec ces deux types-là, il va y avoir un minimum, puisqu'on a un truc qui monte, un truc qui descend en fonction de la vitesse. Il va y avoir une vitesse optimale. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller temporairement plus vite ou plus doucement, mais il y a une vitesse optimale pour dépenser le moins d'énergie possible. Et en fait, si on se met à cette vitesse optimale-là, on voit qu'il y a un rapport avec un paramètre principal qui est la masse de l'animal qui vole. Et on voit qu'il y a ce qu'on appelle une loi de l'échelle et que cette vitesse optimale, elle va comme la puissance 1/6 de la masse. Ça signifie que tous les vertébrés, par exemple, tous les animaux qui volent ou même qui marchent ou qui nagent, ont ce rapport d'échelle. On va avoir ce rapport d'échelle. Et ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, on fait des mesures. Oui, et on s'est rendu compte que ça collait. Voilà, on voit que ça colle. Alors bien sûr... Donc une antilope ou une baleine ou un albatros. Si on prend ces trois espèces-là. Ils vont se mettre sur ces lois d'échelle. Les lois d'échelle ne sont pas exactement les mêmes suivant les moyens de locomotion. Parce que dans l'eau, il faut prendre Archimède en compte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a différentes lois d'échelle en fonction des classes d'animaux. Bien sûr, il y a temporairement, quand on dit c'est la vitesse optimale, ça ne veut pas dire que c'est la vitesse maximum. Quand il s'appelle Usain Bolt, il sprint, il n'est pas à la vitesse optimale. D'accord. Moi, quand je fais mon footing, ou vous, quand vous faites votre footing, vous êtes en gros, en fonction de votre forme, à cette vitesse qui vous permet de courir longtemps. Bien sûr, temporairement, vous pouvez dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est pour avoir cet état d'équilibre. Et donc, bien sûr, c'est très grossier. Ça ne veut pas dire que toutes les vitesses sont comme ça. Il y a des barres d'erreur, parce qu'on va faire des hypothèses sur la taille de l'objet en fonction de sa masse. Et donc, il y a ce qu'on appelle en physique tous ces préfacteurs qui sont des nombres, qui sont entre 1 et 10, qui sont négligés. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très précis. Mais si jamais vous trouviez un objet qui était, on va dire, 100 fois plus lourd et qui va 1000 fois plus vite par rapport à cette loi d'échelle, là, vous auriez un problème. Vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça existe. Quand on fait les mesures de ces objets volants, si on met tous les objets vivants, ils sont sur cette loi d'échelle. Vous mettez un avion, il n'est pas sur cette loi d'échelle. Parce que l'avion, il ne vole pas comme ça. Il a d'autres, c'est une autre physique qui est derrière. Donc le fait qu'il ne soit pas sur les lois d'échelle veut simplement dire que c'est vos présupposés, donc le type de loi physique que vous utilisez pour expliquer le vol qui ne fonctionne pas. Et donc dans les avions, c'est une autre type de source d'énergie et tout ça. Donc on aurait un autre raisonnement à faire. Et donc pour ces objets vivants-là, ils sont avec une dispersion, bien sûr, sur ce type de loi. Donc ça encore, c'est de dire que les lois de la physique mettent des contraintes sur le type de phénomènes qui peuvent exister. Parce qu'à la fin, ce qu'on a, c'est des flux de matière et des flux d'énergie. Donc il faut que tout ça, ça passe dans les tuyaux. Il faut que si vous voulez aller plus vite, il faut dépenser plus d'énergie. Si vous voulez grandir plus vite, il va falloir un moment que la taille des fluides qui vous traversent, qu'il y ait des débits suffisants. Et il y a des contraintes structurelles qui font que ça puisse se faire ou ne peut pas se faire. Donc la physique, elle donne des contraintes qui sont
on va dire, structurelles par rapport qui viennent principalement de la thermodynamique, et puis des contraintes qui viennent sur la potentialité d'un objet d'exister, c'est-à-dire de dire que ce type de matière dans cette configuration-là, en fait, on peut le créer ou pas. Et à chaque fois, bien sûr, c'est très difficile de le savoir a priori, parce qu'on ne va pas étudier tous les états de la matière possibles qui peuvent exister. Il y a tout le temps des découvertes, mais à chaque fois qu'on découvre un nouvel état de la matière, on se rend bien compte que cet état de la matière était possible étant donné les lois de la physique fondamentale. S'il y avait une contradiction, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de très important que nous n'avons pas compris dans les lois fondamentales de la nature. Tout à l'heure, vous avez parlé pour la cellule ou les organes, même des interactions dans le vivant. Le vivant n'existe pas ou ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas d'interaction, soit avec son milieu, soit avec, à l'échelle plus microscopique, le voisin de la cellule. Est-ce que en physique, c'est la même chose? Est-ce que dans l'univers, c'est la même chose? Les objets qui constituent l'univers ont des interactions ou n'en ont pas? Et est-ce que c'est ça qui ferait la différence entre l'inerte et le vivant? Alors là, je réfléchis parce que je ne suis pas sûr que ça soit le même mot interaction. En fait, c'est ça Donc, en physique, nous, on dit qu'on a 4 interactions fondamentales, donc ce qu'on appellerait 4 forces fondamentales, mais on dirait 4 interactions fondamentales. La gravitation, l'électromagnétisme et 2 forces nucléaires, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Et quoi qu'on dise, la matière inerte, elle est toujours en interaction avec le reste de l'univers. Et ça, c'est la théorie de la gravitation. Si je prends n'importe quelle particule, elle est attirée par toute la distribution de masse dans l'univers. C'est-à-dire que bien sûr, si elle est autour de si la bouteille est très lourde, cette particule elle est attirée un petit peu vers la bouteille. Elle est un petit peu attirée par la planète. Alors comme la planète est vraiment plus lourde, en gros, quand elle tombe comme ça, mais elle va être attirée un petit peu, puis un petit peu par mois et tout ça. Plus c'est loin, moins ça attire, ça se moyenne. Donc principalement, elle tombe comme ça. Mais elle est en interaction. Elle est en interaction. Donc en il y a fait, des forces en jeu, donc elle est en interaction. Voilà. Donc pareil pour les particules chargées, il y a des champs électromagnétiques partout. Donc en fait, on est sensible à cet environnement-là. Donc c'est des interactions qu'on ne voit pas. Ouais, mais ça dépend ce qu'on appelle voir. Ça dépend ce qu'on appelle voir. En physique, voir, ça veut dire être capable d'agir sur un système. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on dit voir parce que nous, on a des yeux et que on appelle voir notre vue parce que c'est notre sens principal. Mais vous savez, en astrophysique, on parle de cette matière noire. Alors, est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Elle existe en fait parce que on la voit pas avec de la lumière, on la voit avec des phénomènes gravitationnels. Mais à partir du moment où vous connaissez très bien une théorie, cette théorie vous donne de nouveaux yeux. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'apport principal de la science, en fait. C'est de transformer des choses qui sont invisibles en choses visibles. La lumière infrarouge n'existait pas avant Herschel, la lumière ultraviolette n'existait pas non plus avant le 19e siècle. Donc on a créé des objets qui sont des extensions de nos sens pour voir des lumières de couleur invisibles, pour voir des phénomènes pour lesquels nous n'avions pas de sens. En 2016, quand vous avez entendu qu'il y a eu la détection de ces ondes gravitationnelles, nous n'avons aucun sens pour détecter les ondes gravitationnelles. Nous avons créé un détecteur ad hoc grâce à la théorie. Et donc, dès qu'on a des théories de la nature, elles nous donnent deux choses. Elles nous disent ce qui existe, ça c'est très bien. Et elles nous donnent aussi des nouvelles façons de questionner le monde et donc de nouvelles façons de voir. Donc pour moi, voir, c'est ça, c'est interagir avec l'extérieur. Donc on voit de plusieurs façons. Et puis, cette histoire de la vision, on parle de beaucoup de nos yeux. Je pense qu'elle est... Alors là, c'est un texte que j'avais lu il y a très très longtemps. J'espère que je vais réussir à reconstruire les choses. Je crois que son prénom, c'est Johann. Oui, ça doit être Johann. Von Uexküll, c'est un Allemand. U-X-K-U-E-L, quelque chose comme ça. En 1952 ou 56, il a écrit un article sur l'environnement. Et il commence, et ça m'avait beaucoup marqué par son premier texte, qui est Le monde de la tique. D'accord, vous connaissez les tiques. Et il dit que la tique n'a que deux sens. Elle mesure la chaleur et elle mesure, je sais pas, on va dire de l'odorat, mais elle est capable de détecter un certain type de molécules. Et donc, la tique, son univers, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de son. Donc en fait, moi, quand j'évolue dans cet environnement et je dis voilà ce qu'il existe, c'est parce que j'ai tous mes sens et je peux faire une cartographie. Mais la tique qui serait ici, elle aurait un espace qui serait couleur, concentration de cette molécule.
Et elle, bien sûr, ça lui suffit pour survivre, parce que quand elle voit qu'il y a un mammifère, par exemple, qui va passer pas loin, donc il y a une température plus élevée que la moyenne, elle va ressentir l'élévation de température, elle va se laisser tomber dessus, et si éventuellement la concentration de cette molécule qu'elle recherche est suffisante, elle va piquer. Et donc, ça lui permet de voir ce qu'elle doit voir pour survivre. Et donc, c'est la différence. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont étudié. Donc, c'est Urscul qui le premier le lance. Et puis après, il y a eu beaucoup de gens, en particulier en France, Augustin Berg, qui a beaucoup travaillé sur cette histoire-là, de dire qu'il faut faire la différence entre l'environnement, on va dire, universel, abstrait de tout ce qui pourrait être vu, et de notre milieu, qui est l'environnement dans lequel nous évoluons et qui est l'environnement que nous construisons à partir de nos sens. Et qu'en fait, la science, elle, son but, c'est d'essayer d'avoir une vision universelle du monde. La physique, elle donne des lois universelles. La plupart des choses, on ne les voit pas. On a des points de vue qui sont des points de vue situés, mais qui doivent quelque part tendre. Et c'est tout le but de l'expérience scientifique, de se mettre dans des conditions idéales, tendre pour voir cette vision universelle de la nature qui nous est donnée en particulier par la physique, par la chimie. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que dans le vivant, il n'y a probablement pas deux espèces qui voient le même environnement de la même façon, que nous, en tant qu'humains qui voulons agir sur l'environnement, peut-être qu'on n'a pas la bonne vision parce qu'on a aussi une vision dans laquelle il nous manque des éléments, on n'a pas la vision de tous les acteurs de cet environnement. Et là, on a un ensemble d'interactions qui sont très très fortes. Et ça, alors c'est pas de la physique, mais c'est des études, en particulier de mathématiques, qui le montrent. Quand on a un système de réseau, par exemple, ce qu'on appelle un réseau trophique. J'ai plein d'animaux, chacun mange un tel animal, et si ce réseau est assez grand et complexe, imaginons que je dis je coupe un lien, ça veut dire qu'en gros il y a une espèce qui disparaît, ou j'introduis une nouvelle espèce, donc je modifie le réseau. Vous aviez des connaissances sur le réseau avant, donc sur le fonctionnement avec des mesures dans votre environnement. Est-ce que vous pouvez prédire ce qui va se passer après? En fait, la plupart du temps, vous ne pouvez pas prédire. Vous pouvez avoir une intuition de ce qui va se passer, mais il va y avoir en fait des effets non linéaires qui fait que vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer. Et on en a des preuves. Souvent, on dit tiens, on va replanter tel type de plante, et puis on voit que ça mène à une catastrophe. Et c'est ça la difficulté en fait de la prédiction. Dans les systèmes complexes, il y a ce qu'on appelle un horizon de prédictibilité, qui n'est pas le cas de la physique fondamentale, qui fait que vous allez agir sur un système. Et comme vous manquez une partie de l'information, comme vous partez une partie des connexions, et comme le système est très complexe, et en particulier avec des boucles de rétroaction, vous perdez en prédictabilité. Mais les modèles ne nous aident pas? Les modèles, ils prédisent ce qu'ils peuvent produire. Même un ordinateur, il a un horizon de prédictabilité. C'est bien ça le problème. C'est que, et ça, vous le savez tous, on vous dit, dans 2 heures, voilà, il y a du soleil, dans 2 heures, il fera beau, c'est bien pour l'après-midi. Ce soir, est-ce qu'il fera encore beau? On n'en est pas sûr. Et dans 3 semaines, en fait, la qualité d'une prédiction météorologique, elle diminue avec le temps. Il y a un moment où on n'est plus du tout prédictif, donc c'est l'horizon de prédictabilité. Et ça, c'est la nature du système. C'est parce que le système lui-même est un système non linéaire avec des boucles de rétroaction. Donc, vous pouvez mesurer le climat qui fait la météo, c'est pas le climat, excusez-moi, c'est un lapsus. La météo qui fait à un moment donné, le mettre dans l'ordinateur le plus puissant que vous voulez, mais en fait, vous ne pourrez pas prédire la météo dans un mois. Donc vous pouvez avoir des tendances, vous pouvez avoir des probabilités de scénarios, tout ça, mais vous ne pouvez pas prédire exactement ce qui va se passer. Et donc ça aussi, c'est important. Ça veut dire que quand on dit que la science prédit les choses, elle prédit les choses dans des contextes qui sont très, très contrôlés. Et on ne s'en rend pas compte, même sur les choses les plus simples. Je vais vous donner un exemple le plus simple du monde. Le neutron, qui est une particule. Donc le neutron, ce n'est pas une particule élémentaire, elle est formée de 3 quarks, mais c'est une des particules les plus simples que l'on connaisse. Eh bien, si vous prenez un neutron tout seul dans le vide, au bout d'environ 981 secondes, il va se désintégrer en protons et puis d'autres particules. Si vous le mettez dans un noyau atomique avec d'autres protons et d'autres neutrons, il est stable. Vous changez son environnement, et bien son comportement passe de instable à stable. Donc, est-ce que le neutron est stable ou instable? En fait, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a une réponse en fonction de l'environnement dans lequel vous vous placez. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est une des forces de la physique, c'est de toujours se dire, je vais essayer de trouver des lois qui sont indépendantes de l'environnement. Et le premier, on va dire peut-être qu'il y a eu cette intuition-là, je pense que c'est l'expérience de pensée de Galilée sur la chute des corps. En fait, quand vous faites tomber les objets, on pensait que les objets ne tombaient pas tous à la même vitesse, et que les objets les plus lourds tombaient plus vite, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à observer. Et en fait, Galilée a eu cette vision mais magique de dire, ben non, mais si j'étais dans le vide,
ils tomberaient tous de la même façon. Ce qui fait qu'ils ne tombent pas tous en apparence de la même façon, c'est le fait que j'ai de l'air et qu'il y a des... Alors, il ne l'a pas formulé comme ça, hein, mais c'est le fait que j'ai de l'air et que j'ai des frottements. Si j'enlève les frottements, ils vont tous tomber dans de la même façon. Et ceci est une des propriétés fondamentales de la gravitation. Donc, vous voyez, je prends un ensemble de phénomènes et parce que je suis capable, par cette expérience de pensée, de simplifier les choses, je vais pouvoir arriver à la loi fondamentale sur la gravitation, qui se trouve tout à fait être correcte et vérifiée par l'expérience, à une précision infime. Il y a quelques semaines, on a encore eu le satellite microscope qui nous a donné des résultats sur le fait que les objets tombent tous de la même façon, indépendamment de leur masse, de leur composition chimique. Et ce qui fait que dans l'apparence, ils ne tombent pas de la même façon, c'est un autre phénomène de la nature qui sont les frottements, qui vont dépendre de la masse, de la forme de l'objet, et ainsi de suite, de la densité de l'air ou du fluide dans lequel on se déplace. Et donc, c'est de faire cette part des choses. Et si on n'est pas capable de faire ça, comment est-ce qu'on est capable à partir d'observations simples, donc je veux dire une vision très, très strictement empirique, de dire j'observe des phénomènes, je les décris, je fais des lois, qu'elles ne dépendent pas de l'environnement. Et c'est ça la force peut-être, une des forces, c'est aussi sa faiblesse, hein, c'est de la physique, c'est de pouvoir faire cet exercice-là, de décrire des choses qui sont le plus indépendants possible de l'environnement. Alors c'est sa force, parce que ça donne des lois les plus fondamentales, et c'est sa faiblesse, parce que ça veut dire qu'elle laisse beaucoup de choses en dehors de l'explication. Donc, l'émergence de la vie, par exemple, ça échappera toujours aux lois fondamentales de la physique? Moi, je ne dis pas toujours, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. C'est qu'aujourd'hui, ça nous échappe complètement. Mais pourtant, il faudra bien... Est-ce qu'on... Je dis il faudra bien. Est-ce qu'on réussira donc voilà, à donc ça c'est un parti pris philosophique de dire que tout doit être compréhensible. Moi, je ne sais pas si c'est le cas. Donc là, franchement, je veux pas. En tant que chercheur, moi, je dis il faut accepter ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que la recherche, c'est pas de dire tout doit s'expliquer. C'est un exercice très très modeste d'une certaine façon. On explique ce que l'on peut expliquer avec les outils qu'on a. On peut avoir en fait de l'extrapolation, on peut se dire tiens, il y a ça, on doit pouvoir l'expliquer, mais qu'il reste des choses qui soient en dehors du champ explicatif de la physique ne me choquerait pas du tout. Et par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les effets d'environnement, il y a des phénomènes en fait qui vont pouvoir s'expliquer simplement par leur environnement, donc pas en termes d'une loi fondamentale. De nouveau, ces lois fondamentales vont être une condition nécessaire à leur existence, mais pas à leur explication. À quoi vous pensez en disant ça? Il y a des choses qui... Ben, c'était mon stylo tout à l'heure. C'était d'accord. Donc dites à un physicien, explique-moi toutes les méthodes d'écriture ou je sais pas quoi qui vont exister dans 2 siècles. En fait, non. Voilà, c'est ça qui est la différence. Je pense qu'il faut se dire que la physique en tant que discipline, elle veut comprendre le fonctionnement de la matière, la matière la plus fondamentale possible, dans toutes ses formes. La physique du solide va nous dire tous les types de matériaux, et d'être capable de dire ce qui est capable d'exister. Et ensuite, il va falloir passer à un niveau supérieur, parce qu'il va y avoir des choses que la physique elle-même ne décrit pas. Donc, on parlait de la vie, on parlait de la conscience. À partir du moment où vous avez des objets conscients, des objets, oui, j'appelle ça des objets, nous, par exemple, des phénomènes vivants conscients, ils vont pouvoir décider de rétroagir d'une certaine façon sur l'environnement. Et qu'est-ce qui dirige ça? Ça peut être leur envie de jouer, ça peut être leurs sentiments, ça peut être plein de choses. Et par exemple, si j'étais que de la physique fondamentale, je me pose la question du mouvement des électrons dans un fil. Il y a un champ électrique, ils vont comme ça, très bien. Mais vous, là, vous allumez votre ordinateur, vous appuyez, vous cliquez sur un lien Internet pour aller voir une page. Qu'est-ce que ça fait? Ça met en mouvement des milliards et des milliards d'électrons tout autour de la planète. Est-ce que vous pouvez le prédire? Est-ce que vous pouvez prédire que l'un d'entre vous va cliquer à tel moment sur tel site parce que, je ne sais pas, il a envie de quelque chose? Non. Donc vous vous rendez bien compte que dès que vous avez ces phénomènes complexes, et donc dont font partie les phénomènes vivants qui arrivent, ils rétroagissent d'une façon complètement imprédictible sur la matière inerte. Ils la modèlent d'une certaine façon, ils agissent sur son mouvement et ainsi de suite. Donc, mais ça, on ne peut pas le prédire. Et c'est parce qu'à partir du moment où on accepte qu'il existe des phénomènes complexes qui ne peuvent pas être réduits, donc là, et ça c'est ma position, alors là c'est une position philosophique, hein. Moi je pense que le réductionnisme c'est un truc qui ne marche pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent encore ça de nos jours, mais ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire il y a des phénomènes qu'on ne pourra jamais expliquer en les coupant en morceaux et en étudiant comment fonctionnent les morceaux. Cette approche est nécessaire parce qu'elle nous donne de nouveau
des conditions nécessaires, mais qu'il faut prendre en compte l'ensemble des phénomènes complexes et de voir comment ils rétroagissent sur les phénomènes de moins grande complexité pour pouvoir expliquer certains types de phénomènes. Et qu'à chaque fois, on va avoir plein de types d'explications. C'est-à-dire que un avion vole parce qu'il y a la force de Bernoulli, parce que les particules font comme ça sur les ailes, c'est pas suffisant, parce que les ailes ont telle forme, et ça c'est des ingénieurs qui ont donné ces formes à ces ailes, parce qu'on a créé un avion qui vole et que c'est pas quelque chose de simple de fabriquer un avion qui vole, et puis c'est pas suffisant, il faut un pilote qui sait. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait des lignes aériennes qui fonctionnent. Des fois, elles ne fonctionnent pas. Ça pose des problèmes. Mais il y a des avions qui volent parce qu'économiquement, c'est rentable. Parce que collectivement, on a décidé, et puis on est en train de discuter aujourd'hui, que c'est bien qu'il y ait des avions qui volent. Aujourd'hui, c'est peut-être plus aussi bien. Et donc, en fait, on a vu des avions voler dans le ciel. C'était un phénomène de la nature. Il ne pouvait pas exister sans toute cette contextualité-là. Et comme la contextualité va exister, peut-être que dans 2 siècles, il n'y aura plus d'avions dans le ciel. Et ça sera un truc d'objet d'histoire ou fossilisé, ou je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est ça, c'est tous ces phénomènes. Si on pense vouloir expliquer la nature, il faut aussi vouloir expliquer tous ces phénomènes et pourquoi ils sont là à un moment donné. Et ça, le réductionnisme, il peut faire ce qu'il veut. Ça, je peux dire toujours, il n'expliquera jamais ce genre de phénomène. Bon, voilà, je sais pas si j'espère que ça vous donne des éléments. On va passer aux questions, si vous en avez. C'est vrai qu'on est parti un peu loin, peut-être, dans la complexité. Est-ce que... N'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile à poser. Oui. Oui, bonjour. J'avais juste une question. Vous avez dit qu'il y a des choses que... vous pensez qu'on ne peut pas expliquer, mais est-ce que c'est pas parce que pour l'instant on ne peut pas l'expliquer, du coup on n'a pas de justification, mais qu'à un moment donné, on va savoir plus tard l'expliquer? Mais là, comme je vous dis, c'est un peu... En fait, j'en sais rien. Oui, voilà, on peut pas savoir. J'en sais rien. Donc, je ne peux pas savoir que tout est explicable. Je ne peux pas savoir qu'il existe des choses qui ne pourront jamais être expliquées. Mais quand même, vous avez raison dans votre argument. C'est l'argument de dire oui, on a du temps. Mais est-ce qu'on a l'éternité? On n'a pas. Peut-être que si je savais que la vie... Ah voilà, je vais rajouter ça, ça va nous rejouer au thème, c'est bien. Si je savais que la vie pouvait être éternellement présente dans l'univers, je me dirais que éventuellement, il y aurait une petite possibilité pour que tout soit explicable. Mais et vous dites que la vie n'existera pas toujours. Ah non, ça je sais que la vie n'existera pas toujours. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Donc déjà, je vous ai dit que la vie n'existait pas dans le passé parce qu'il faisait trop chaud. C'était un désert informe, trop chaud pour avoir de la vie. Donc on va dire que jusqu'à 1 milliard d'années... Après le Big Bang, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a des étoiles, il y a tout ça, il y a des planètes, il y a la vie, c'est super, on l'observe. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a que la Terre où il y a la vie. Et puis après, on refait de l'astrophysique et on regarde nos étoiles, elles brillent. Et les plus vieilles étoiles, elles ont 15 milliards, 10 milliards d'années. Les étoiles les plus légères qu'on connaisse vont peut-être vivre 30 milliards, 40 milliards d'années. Et puis elles vont se transformer en naines blanches, elles vont faire des supernovas, des trous noirs, des étoiles à neutrons, qui eux-mêmes vont encore évoluer, ainsi de suite. Et puis, en fait, les galaxies, elles forment de moins en moins d'étoiles. Notre bonne vieille Voie lactée, là, notre galaxie à nous, quand elle était jeune, il y a une dizaine de milliards d'années, elle formait une centaine de soleils par an. Aujourd'hui, elle ne forme plus qu'un soleil par an. Donc on en forme de moins en moins. Au passage, comment on le sait, ça? Parce qu'on le mesure, on observe les étoiles et on observe... On sait qu'il y en a beaucoup, en gros, de vieilles. On mesure la démographie. Alors, quand je dis une centaine, c'est un peu à la louche. Le carnet rose et le carnet... Voilà, et puis on voit les étoiles qui ont un certain âge. On a une idée de ce qu'on appelle la fonction de masse, donc le nombre d'étoiles. Il en meurt plus qu'il n'en est, en quelque sorte. Donc on a des modèles d'évolution des galaxies, mais on sait que la Voie lactée était beaucoup plus active dans son passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc vous formez de moins en moins d'étoiles. Ces étoiles, il y a un moment, elles explosent. Éventuellement, quand votre matière, il y a trop de fer, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que quand j'ai des éléments qui sont plus légers que le fer, je fais de la fusion, ça me permet de faire des éléments plus lourds et de créer de l'énergie. Quand j'en ai des très lourds, je les casse, ça s'appelle de la fission, je crée de l'énergie. Donc on a 2 façons de créer de l'énergie. Mais quand vous êtes dans celui qui est le plus stable, en fait, avec lui, vous ne pouvez plus créer d'énergie. Donc il y a un moment, on prend la physique, on prend l'astrophysique, on extrapole. Alors, je ne peux pas vous dire de combien de centaines de milliards d'années que ça doit être. Je crois que j'avais calculé quelque chose, c'était plus que de 100 millions de milliards d'années. Donc, vous voyez,
On a du temps, mais il faut toujours faire la distinction entre beaucoup et infini. D'accord ? Parce que là, il y a une discontinuité. Et donc, on sait qu'il y a un moment, il n'y aura plus d'étoiles. Et il n'y aura plus d'étoiles, donc il n'y aura plus ces sources d'énergie. Et il n'y aura plus la possibilité pour un système de rester en dehors de l'équilibre thermodynamique. Et donc, vos planètes, elles vont être là, elles vont être dans cet univers qui a une température de 3 Kelvin. Voilà, tout va se refroidir. Il n'y aura pas la possibilité physique, en fait, d'avoir des processus vivants, donc des processus qui restent en dehors de l'équilibre thermodynamique, parce que vous n'aurez plus la source chaude et la source froide. Et donc, on peut estimer que, je ne sais pas dans quel chiffre, donc c'est des milliards de milliards d'années, il n'y aura plus de vie dans l'univers. Ça laisse du temps quand même pour oui, ça laisse du temps, mais aux questions qu'on mais se lui, il pose. disait tout. Il disait tout. Donc le tout, c'est un peu comme l'infini. Vous savez, c'est expliquer tout. Et donc, je pense qu'on n'a pas un temps infini. Donc éventuellement, c'est peut-être un argument pour dire qu'on ne sera pas capable de tout expliquer, qu'on va en expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, ça change quelque chose, en tout cas pour moi, de très important par rapport à la vie. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne connaît la vie que sur notre planète. Ça, c'est un fait. On ne sait pas, et j'espère qu'on aura des indications sur le fait que il y a de la vie ou il n'y a pas de vie sur d'autres planètes dans les années qui viennent. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on sera capable de savoir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on est sur un îlot de temps, en fait. Il n'y avait pas de vie dans le passé. Et puis, pendant l'éternité du futur, il n'y aura plus de vie. Et que c'est un phénomène transitoire dans l'univers. Il n'existera que pendant, alors très très long, mais transitoire, parce que comme l'univers, lui, est infini dans le temps, eh bien, même si c'est beaucoup d'années, ça reste quelque chose qui est extrêmement court. Et donc, c'est ça aussi, c'est cette chance de se dire qu'on est là au... C'est pas qu'on est là au bon moment, c'est qu'on ne pouvait pas être ailleurs qu'à ce moment-là, mais ça, c'est un peu une tautologie. Mais, donc, il faut jouir de la vie, c'est ça ? Faut toujours, ça, indépendamment de la physique, ça, soyez heureux et amusez-vous. On peut oublier la physique pour ça. Mais ça veut dire que ça change notre relation au temps. Il y a un très beau livre qui a écrit, je crois, en 1870 ou 71 par Auguste Blanqui. Vous connaissez Auguste Blanqui ? Oui, il était politicien, voilà, communiste anarchiste, et ainsi de suite, ainsi de suite, et à l'époque de la Commune de Paris. Il était enfermé dans le fort du Taureau, dans la baie de Morlaix, en tant qu'activiste. C'est ce qu'on fait aux activistes, on les met en prison. Sauf que lui, c'était un activiste qui connaissait de la physique et de la chimie, et il écrit un petit texte qui s'appelle « L'éternité par les astres ». Et il a ce petit raisonnement. Il dit, à l'époque, on connaissait 67 éléments chimiques. D'accord ? Du tableau de Mendeleïev. Et il dit, en fait, tous les objets qui existent ici, ce sont des combinaisons de carbone, azote, oxygène, phosphore. Ce sont des combinaisons. Et moi, je suis une combinaison de ces atomes qui sont... Donc, vous imaginez que vous avez des petites cases. À chaque fois, vous dites quel type d'atome. Donc, il dit, la probabilité pour qu'une combinaison se fasse, elle est infiniment faible. D'accord ? Mais il dit, si l'univers est infini, dans le temps et dans l'espace, eh bien, la combinaison de mes atomes à moi qui est ici, elle doit bien se reproduire. C'est impossible qu'elle ne se reproduise pas quelque part d'autre, parce qu'il dit aux étoiles, il somme les étoiles de ne pas reproduire la même composition. Et en fait, il sait bien que si la probabilité n'est pas zéro, eh bien, si j'ai quelque chose d'infini, eh bien, je vais toujours devoir reproduire. Et donc, il dit, en fait, il y a quelque part dans l'univers un autre moi qui est ici. Il y a aussi cette même table, il y a aussi une autre planète qui est comme la Terre. Et puis, il se dit, mais en fait, il y a aussi les autres probabilités. Il y a le fait que moi, je sois une autre personne ou que j'ai des yeux d'une autre couleur, parce que c'est d'autres combinaisons. Voilà, donc on est dans une vision très, très réductionniste de l'explication des choses. Et puis, il arrive à la fin, et c'est pour ça que c'est l'éternité et la liberté par les astres. Il y a un endroit où la révolution est possible et où elle a réussi. C'est pas parce qu'elle a raté là, en 60, la Commune, ils ont fusillé les gens et tout ça, que ça doit être une loi générale de la nature. Dans son raisonnement, il y a un endroit où c'est possible. Et donc, si c'est possible, ça veut dire que des arguments du type, on dirait aujourd'hui Tina, comme disait Margaret Thatcher, there is no alternative, sont des arguments qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc, on achetait la liberté par l'infini.
Et donc ça, c'est un truc qui est assez fou. Moi, j'ai trouvé d'une beauté poétique et même politique très très forte, parce que je m'étais demandé pourquoi un homme politique s'intéressait aux astres et à ces trucs-là. Mais en fait, c'est parce que si on pousse, alors bien sûr, en utilisant l'infini au cœur du raisonnement, donc c'est un truc qui est un peu comme ça, mais Ça de justifie qu'il ne faut pas abandonner la lutte. il faut jamais abandonner les luttes. Même, c'est pas qu'il faut les abandonner, il faut les commencer, mais il faut jamais les abandonner. Mais ça veut aussi dire que, pour relier à notre thème du vivant, c'est que c'est tellement complexe, il y a tellement de voies, qu'il y a des voies qui sont inexplorées, et que de dire qu'il y a des choses qui sont absolument impossibles, en fait, c'est quelque chose qu'en général, on ne peut pas. Et ça, c'est un exercice de mathématicien. Et que les mathématiques, c'est utile, mais ça ne décrit pas le vrai monde. Donc, il faut savoir conjuguer avec les deux. Et que, concernant votre question, ce n'est pas une question de physique. Moi, je peux vous dire qu'il y a des phénomènes que je pense qu'on pourra expliquer. Il y en a d'autres que j'ai du mal à voir comment on pourra les expliquer. Mais bien sûr, il va y avoir des révolutions conceptuelles, des révolutions technologiques si on a le temps. Mais je ne peux pas dire, en tant que physicien, en tant que chercheur, qu'un jour, on sera capable de tout expliquer. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une croissance de la connaissance, mais le fait que quelque chose croît ne veut pas dire qu'en fait, on va saturer l'explication. Et ça, c'est une position philosophique que vous pouvez avoir, mais moi, je ne peux rien en dire en tant qu'individu. Donc, je crois qu'on va continuer à comprendre, parce que c'est quelque chose, pas parce que c'est une loi de la nature, c'est parce que c'est nous, les êtres humains, on a besoin de comprendre et on a besoin de poser des questions. Et ça va continuer. Mais le fait qu'on comprenne tout ça, j'en doute personnellement. Et puis, est-ce qu'il faut tout passer à la moulinette de la démarche scientifique? Est-ce que c'est aussi le seul filtre pour expliquer les choses? Mais bien sûr que non. Ah non, c'est tout. C'est un scientifique qui nous dit ça. Mais parce que je vous ai parlé de tous ces niveaux de complexité, il y a des choses qui ne sont pas réductibles à la physique. En fait, si on était dans le réductionnisme, alors oui, il y a un moment, tout devrait être scientifique. Mais vous, dans la vie de tous les jours, vous faites plein de choses qui sont pas raisonnables et qui sont pas scientifiques, non? Tous, on fait ça. Et il y a même une question qui pourrait se poser, pas moi qu'il faut la poser, mais je pense qu'il y a des gens qui se sont posés la question de savoir, est-ce qu'on croit vraiment dans les lois de la nature? Est-ce que, si jamais vous... Je ne sais pas comment le formuler, c'est un peu complexe pour moi là. Je vais vous prendre un exemple de médecine, puisqu'on en parle de la vie. Grâce à notre connaissance de la physique des particules et de la matière, on a inventé des traitements qui s'appellent les radiothérapies. D'accord ? Donc vous avez des cellules que vous voulez détruire, vous envoyez des particules de très haute énergie, ça peut être des particules de lumière comme les photons, ou ça peut être des protons, comme dans la protonthérapie. Ils vous traversent, et puis ils vont déposer leur énergie à un endroit qui va détruire les cellules que vous voulez détruire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a compris dans les années 20 avec la mécanique quantique, puis ça a pris les années 40, et il a fallu attendre l'après-guerre pour qu'on se rende compte que c'était vraiment possible. Et en particulier, les particules comme les protons, qui sont des particules chargées, elles vont perdre leur énergie doucement, et puis après, elles vont la déposer, mais elle va se déposer parce qu'en fait, c'est exponentiel. Et donc, toute l'énergie est déposée sur une toute petite zone, ce qui permet de cibler une toute petite zone dans votre cerveau, par exemple, ou dans un sein. Tout ça. Très précisément. Donc. Très précisément. Et vous voulez ça, et le cerveau, je pense que c'est intéressant, parce que imaginez que vous étiez une toute petite zone, on va dire 1 millimètre cube de cellules cancéreuses dans votre cerveau que vous voulez détruire. Vous ne voulez pas vous tromper de cible. Évidemment. Mais que vous vous trompez de la cible de 1 millimètre ou 2 millimètres. Vous allez aller détruire des choses que vous n'avez pas envie de détruire. Donc, vous pouvez écrire les lois de la physique. Très bien. Moi, je les connais, je sais, je les ai réécrites, toutes ces équations-là. Et vous pouvez dire, il faut savoir par où ça passe. Donc, on va vous faire des IRM, on va faire des cartographies, on va faire des simulations informatiques pour ça. Et puis ensuite, on va vous faire le traitement. Et puis, il y a un moment, on envoie des particules avec une certaine énergie dans un certain angle. Et vous devez vous asseoir là, sur ce truc-là pour vous faire soigner. Et vous n'avez pas le choix d'ailleurs, parce que sinon... Ben, au moment où vous allez longer là-dessus, vous allez vraiment avoir une véritable confiance dans les lois de la physique. D'accord ? Parce que votre vie en dépend. Et ce n'est pas votre vie en dépend comme un avion qui pourrait avoir un accident. C'est juste que vous devez être sûr qu'il n'y a pas la moindre erreur dans les équations, dans la façon de mettre ces équations dans un ordinateur, dans tout le processus qui a créé l'appareil, les ordinateurs de contrôle, parce qu'en fait, tout ça, en fait, la précision que vous devez atteindre est telle que personne, c'est pas le physicien, lui, tout seul, il ne peut rien faire. L'ingénieur informaticien peut rien faire tout seul. Le médecin ne peut rien faire tout seul. Et que quelque part, on a tous la croyance
que l'autre a une compétence, qu'il la maîtrise et qu'on est capable de se passer des bouts, alors que moi, je peux donner au médecin les équations et dire comment on les met dans l'ordinateur, et que lui, probablement, il les comprend comme ça, mais voilà, la mécanique quantique, mais que lui, il sait quelle zone il faut cibler, et que quelque part émerge d'un collectif de compétences quelque chose qui fait que vous avez confiance. Et que si vous faites ça, donc si vous allez, je ne vous le souhaite pas que ça vous arrive, mais si vous devez le faire, et que vous l'acceptez en conscience, vous êtes en train de dire, j'ai une croyance très très forte dans la validité des lois de la nature et de ce que nous dit la physique. Et ça marche. Et ça marche. Pourquoi ça marche? On n'en sait rien. On observe que ça marche. Ça, c'est un fait empirique. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, je pense que la physique et la science en général doit être modeste. Elle doit se dire, il y a des choses que je peux expliquer, il y a des choses que je peux manipuler, je découvre des choses. De là à comprendre toute la nature et dire que ce n'est que ça. On a parlé de la vie qui ne sont pas dans les équations fondamentales, mais il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas les mots dans les théories de la physique, il n'y a pas de mots. Donc, il n'y a pas la pensée. Tout ça, c'est des choses qui ont émergé dans la nature et qui ont un effet sur la nature. Comment est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas des phénomènes que je ne connais pas qui ne peuvent pas émerger? D'accord. Donc, je pense que si on veut avoir une vision presque citoyenne de ce que la science apporte au débat, il faut bien sûr parler de la connaissance et il faut parler des domaines de validité de ces connaissances. Et il faut admettre qu'il y a des zones dans lesquelles on n'a pas de connaissances scientifiques sur certains phénomènes, ou une connaissance limitée ou maladroite. Parce que si on ne le fait pas, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'instrumentalisation de la science pour dire là on sait, puis on agit comme ça. Et ça, c'est malhonnête. Et ce qu'on doit donner à nos citoyens, c'est de dire sur ce genre de choses, on a des réponses précises. Là, il y a des choses, on peut vous dire à 99,999%, c'est comme ça. Là, il peut y avoir un doute. Là, on ne sait pas. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à l'école, c'est apprendre à dire là, sur ce genre de choses, on ne sait pas. Parce que c'est à partir du moment où on fait ça, qu'on a fait ce constat-là, qu'on dit c'est là où on va rechercher. Et éventuellement, si on ne sait pas, on ne sait pas. Et je pense qu'il ne faut pas passer dans cette... C'est presque une... Je veux dire, oui, ça serait un dogme de penser que l'on sait tout sur tout, que l'on puisse tout expliquer simplement par une certaine branche des disciplines intellectuelles. Je pense qu'elles nous apportent tous une certaine vision. Et puis, alors là, ce n'est pas moi qui vais parler, mais j'ai lu son bouquin récemment, et il m'a... Quoi, récemment dans les années 2000, et puis il en a écrit un autre récemment qui m'a beaucoup marqué. Vous avez peut-être entendu parler de Philippe Descola, qui est un anthropologue, qui travaille beaucoup sur les relations en fait, de l'être humain à son environnement. Et il a expliqué, il a démontré par ses études qu'il n'a pas qu'une seule vision du monde, de figuration du monde. Lui, il a vécu chez les Achuars en Amazonie. Moi, j'ai eu la chance de passer du temps chez les Inuits dans le Grand Nord quand j'étais plus jeune. Et on voit bien que la relation de l'être à son environnement est très différente, que nous sommes dans ce que lui appelle le naturalisme, qui est une certaine relation de l'humain à son environnement dans lequel l'humain ne fait pas partie de la nature, il est en dehors de la nature. Et il nous explique que la nature est quelque chose de construit. Dans son dernier bouquin, il dit, je crois, je cite, il dit « La nature n'existe pas ». Donc c'est très très fort. Moi, je mets des guillemets. La nature n'existe pas. Et il dit, en fait, nous, on se met dans une certaine position qui nous empêche en fait d'aborder un certain nombre de phénomènes. Et il dit, quand vous êtes dans d'autres cultures... Si on est un Indien Achuar ou si on est un Inuit, on ne va pas avoir la même appréhension de la vie. Et ce n'est pas parce que certaines choses ne sont pas explicables d'un point de vue réductionniste qu'elles n'existent pas, et surtout qu'elles n'ont pas d'action sur le monde. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, il faut apprendre à concilier avec toutes ces images du monde. Et surtout, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on accepte ce millefeuille d'explications et de visions qu'on devient relativiste. Parce que chacun doit venir avec son domaine de validité et son point de vue. C'est-à-dire de dire, est-ce que je suis dans cette création du savoir reproductible, universel, que la méthode scientifique me demande de créer? Et ça, c'est un savoir qui est très, très particulier. Et se rajoute à savoir un ensemble de savoirs situés qui peuvent être utiles et qui existent et qu'on ne va pas pouvoir réduire, en fait, parce que sinon, on les fait disparaître. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que cette vision que la science nous donne du monde, de la nature, c'est une vision, en fait, un point de vue de nulle part. C'est le point de vue de personne, en fait. Il n'y a personne qui a tous ses sens et tout ça pour avoir ce point de vue de la nature. C'est une construction qui nous donne plein de conditions nécessaires, mais chacun de nous, on a une vision différente.
chaque espèce animale a une vision différente, chaque culture a une vision différente. Et c'est ce que dit, j'espère que s'il écoute ça et que je dis des bêtises, bon bref, mais c'est ce que moi j'ai compris, voilà, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il existe beaucoup de figurations du monde et beaucoup de réalités, beaucoup de monde en fait. Et que ça, on ne peut pas avoir simplement vouloir réduire ça à notre vision. Aux autres. Voilà, c'est ça. Y a-t-il une autre question ou d'autres questions? Oui. Bonsoir. Oh, bonsoir Quentin. C'est Quentin? Oui. Salut Quentin. Salut Jean-Philippe. Merci. Un de vos élèves? Non. Après, on va dire qui c'est Quentin. Merci à tous les deux pour cette discussion intéressante et très dense. Et tellement dense que j'ai essayé de noter des petites choses. Et parce que le thème, c'est quand même la vie selon Jean-Philippe Uzan. Alors, je voulais te proposer... Ah non, je suis pas d'accord. Ils m'ont pas demandé la vie. Non. Ok. Bon, c'est quand même marqué ça. Ah non. Ils ont supposé en vision très réductionniste qu'un échantillon humain du physicien était capable de donner la vision du vivant des physiciens. Ce qui déjà en tant que tel est pas possible parce que je ne suis pas les physiciens et je suis pas une particule indiscernable. Mais après, ça s'est transformé en selon. Voilà. Mais mais allez-y, posez votre question. Mais du coup, voilà, ma question, c'est en fait une phrase qui essaie de résumer ce que tu as dit et tu me dis si elle est correcte ou non. J'ai noté « La vie est un état métastable ça, c'est vrai. d'un corps auto-organisé ayant la capacité non prévisible d'influer sur son environnement pour atteindre un but qui lui est propre et dont l'état stable est la mort. » Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est pas bon, mal. Ça résume beaucoup de résumé. choses. Ça résume beaucoup de choses. Ça me rappelle, on est des adultes ici. Ouais. Ça me rappelle une fois, j'avais demandé à un ami médecin de définir la vie. Il m'avait dit c'est une maladie sexuellement transmissible, mortelle sexuellement transmissible. Et en fait, on n'est pas loin avec l'état métastable. En tout cas, merci pour toute cette discussion. Quentin. Donc Quentin, qui est un jeune réalisateur de cinéma, qui a fait plusieurs documentaires, travaillait à l'Institut Henri Poincaré, à l'époque où j'étais co-directeur avec Cédric Villani, et on a fait un film sur la relativité générale ensemble, et depuis il a fait un très beau film sur Man Ray en particulier, et puis il a quitté l'Institut Henri Poincaré il y a presque un an maintenant, c'est ça, pour créer sa boîte de production de films scientifiques. Il est toujours très intéressé par faire parler les scientifiques, et tu le fais bien, et le petit résumé que tu as fait montre que voilà, tu décryptes ce qu'on dit dans notre blabla un petit peu trop verbeux parfois. Merci Quentin. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Dites-nous tout de votre interrogation. Bonsoir et merci pour nous exposer. Je suis justement sur la définition que vous donnez de la vie. Je suis un peu étonné que vous ne parlez pas, parce que quand on parle de vie, il y a reproduction toujours. À ce phénomène-là, là, dans la définition que vous donnez, vous n'en parlez pas vraiment. Si vous dites, c'est un état, etc., instamment. Mais qu'est-ce que la physique peut apporter à justement ça? Parce que c'est quand même... curieux, quoi. Voilà. Oui. J'en ai pas parlé parce que je me sentais fort incompétent là-dessus. J'ai que 2 enfants, donc j'ai pas fait une étude statistique assez forte. Mais en fait, c'est un point important, c'est-à-dire que... C'est vrai, pour les biologistes, la reproduction fait partie des critères qui permettent de définir la vie. C'est un critère fondamental parce que derrière, on a cette idée de transmission de l'information. Et donc ça a été révolutionné en particulier par la découverte de l'ADN, par la génétique. Et dans son livre « What is life », donc Schrödinger se pose la question, en fait, et il voit qu'il va y avoir quelque chose. Il va falloir pouvoir stocker cette information. Donc donc on était dans les années, c'était peut-être fin des années 20, début des années 30, quelque chose comme ça. Donc avant la découverte de l'ADN, et là, vous voyez, la physique, le raisonnement du physicien qui dit je veux un système qui peut se reproduire, donc il veut passer beaucoup d'informations, et donc il avait des idées sur la taille des cellules et ce genre de choses. Il va aller stocker beaucoup d'informations dans peu de place.
Et donc, en fait, bien sûr, cette contrainte-là au niveau de la physique, elle est très, très importante parce que l'information, en particulier au niveau de l'entropie et ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. J'en ai pas du tout parlé, je suis resté sur de la physique, on va dire, très macroscopique. Mais en effet, oui, cet aspect de reproduction et de comment fonctionne la sélection darwinienne est quelque chose de fondamental. Et la physique peut dire des choses, en particulier, comment est-ce qu'on stocke de l'information. Donc on a découvert l'ADN, c'est une façon, on va dire, chimique, c'est sur une grande molécule de stocker de l'information. Mais en fait, aujourd'hui, si je voulais avoir un système de reproduction de vie très efficace, je me dirais, et que je voulais le créer en laboratoire, je me dirais peut-être des spins d'électrons dans un disque dur. Ça, c'est des choses qu'on sait très, très bien faire. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, on peut se dire, est-ce qu'un virus informatique, qui est quelque chose qui contient de l'information, qui se reproduit, qui éventuellement peut évoluer, est quelque chose de vivant ou non? Et donc voilà, c'est aussi pour ça, et votre question, monsieur, elle est très intéressante, parce qu'elle montre que la définition qu'on va avoir, si on la base simplement sur notre connaissance de la vie terrestre, et à un moment donné, eh bien, elle va être biaisée, en particulier. Voilà, si je suis dans les années 20, je ne sais rien, ou je sais très peu de choses de la mécanique quantique, je ne peux pas imaginer les ordinateurs, les virus, et donc une vie qui serait par exemple à base de silicium. Et on peut imaginer, et ça des films de science-fiction l'ont fait, que ces logiciels qui se recopient, donc c'est vraiment de la reproduction, ils se copient d'une certaine façon. Éventuellement, il va y avoir des erreurs de copie, donc la façon dont ils agissent sur la matière va changer, et ça peut créer de la sélection, et qu'éventuellement, oui. On pourrait qualifier ça de vie. Oui, on pourrait qualifier ça de vie. On est à la Cité des Sciences, il y a eu une très belle exposition, je ne sais plus, peut-être quelqu'un peut me dire, il y a quelques années. Ah non, ça me vient comme ça, c'est très beau. Il y avait eu une exposition sur les robots, et il y avait Theo Jansen, qui est un artiste expérimentateur, il est hollandais, qui fait des grandes machines, qui sont des macro-machines, qui marchent sur la plage. Et donc il y a des voiles, et avec la force du vent, eh bien, ça active des moteurs, et ils se déplacent. Et puis, quand ils arrivent dans l'eau, il y a un petit truc, c'est tout mécanique, il n'y a pas d'informatique, il n'y a rien du tout. Il y a un petit clapet qui change, et puis ça change la direction du mouvement. Et on voit sur ces plages-là des êtres qui ont 5 mètres, 10 mètres, qui sont comme des grands squelettes, qui se baladent sur la plage. Et puis, il en a inventé plein, et puis il les améliore. Donc, lui, il fait de la mécanique, il fait de l'art, il joue. Et puis, dans l'exposition, il y avait une interview, et puis on lui demande est-ce que ces êtres-là sont vivants ou pas. C'est vrai, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont animés, animés, mais presque de vie. Oui. Exactement. Et là, il a dit quelque chose de très très beau qui pourra peut-être nous faire réfléchir un peu. Il dit, si j'en prends qu'un seul et qu'il est tout seul, il est clair qu'il ne peut pas se reproduire. Mais lui, en fait, il retournait les choses, il disait, ces êtres sont vivants, et je suis leur système de reproduction, puisque c'est lui qui sélectionne les technologies qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, pour en faire des nouveaux, qui hybrident les différents trucs. Et en fait, il se voyait lui-même comme le phénomène inventé par ces machines pour qu'elles se reproduisent. Donc vous voyez que tout ça, en fait, de savoir, c'est encore un système qui est un système bouclé, et que quelque part, le point de vue, alors je ne sais pas si ces machines, elles ne pensent pas, mais elles se déplacent, elles utilisent de l'énergie, donc elles ont beaucoup de caractéristiques qui les rapprochent d'un système vivant, et leur système de reproduction, là, eh bien, il est médié par un être humain. Il est déporté. Voilà. Oui. Mais il y a plein de choses qui sont faites pour nous par d'autres êtres vivants, donc c'est pas scandaleux, c'est scandaleux parce que c'est un être humain et qu'on est un peu trop... anthropocentré souvent. Mais je pense que c'est ça aussi que la science en général peut nous apporter, c'est ces changements de regard pour ne pas rester anthropocentré, parce que c'est à ce moment-là où on voit les choses différemment, qu'on se dit que peut-être, il y a d'autres explications possibles. Et sur la vie, il n'y a pas d'explication unanime, où tout le monde soit unanimement d'accord. Et c'est ça qui fait que ce phénomène-là est intéressant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on bute sur son explication. Voilà. Et merci pour votre question, c'était tout à fait à propos. Quelqu'un d'autre veut-il poser une question? Un éclairage que vous n'auriez pas, une subtilité qui vous aurait échappé? Ça vous laisse sans voix. Est-ce que vous voulez apporter, vous, une conclusion, Jean-Philippe Uzan?
C'était assez joli. On ce a que dit, vous on a venez dit de des dire. belles Ouais. choses. On a dit que, indépendamment de la physique, il fallait profiter de la vie. Je pense que ça, c'est important. C'est vrai. On a dit que grâce à Auguste Blanqui, on a pensé que c'est vrai que les révolutions, ça peut marcher. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait pas mal d'y repenser. Moi, c'est ça que j'ai envie de finir comme français. C'est pas de la physique, mais ça m'énerve tellement que j'ai envie de dire ça. Ouais. Et que les machines Que- de Janssen sont Et que, peut-être et que animées de il vie. faut, ouais, mais que tout, et puis que tout ça, que tout ce savoir, là, c'est moi qui parle, mais qu'en fait, vous voyez, là, je vous ai parlé de rien qui concerne ma recherche personnelle, en fait. Que tout ça, c'est aussi les discussions avec des collègues, les lectures et que tout ce travail, c'est un travail collectif. Alors souvent, on connaît une ou deux personnes qui sont plus célèbres ou qui ont la chance d'avoir le micro, mais que c'est un travail collectif et que c'est surtout ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ne progressera pas et on n'atteindra pas en fait plus de connaissances si on ne le fait pas de façon collective. Et que là aussi se pose la question en termes de vie, quelle vie possible. Moi, j'aime bien l'exemple des fourmis, c'est-à-dire qu'une fourmi, c'est vivant. Eh bien, il y a un moment, il y a eu dans l'évolution une transition qui fait que les fourmis vivent en fourmilière et que si vous prenez des fourmis en dehors de leur communauté, elles ne peuvent plus survivre. Et que ça veut aussi dire que nos modalités d'existence dans cet univers-là, sur cette planète-là, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer et qu'aujourd'hui, on est confronté à ça de façon assez évidente, on en entend parler tous les jours, que moi, je veux être ni pessimiste ni optimiste, mais me dire qu'il y a de l'espoir quand même, parce qu'on a fait preuve jusqu'à présent de créativité, et que si on utilise cette créativité de façon collective, sans se mettre trop d'œillères, en particulier en utilisant la science, mais aussi l'art et le jeu, on a une chance de s'en sortir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment, j'ai envie d'avoir de l'espoir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci C'est pas de la beaucoup. physique, tout ça, et il n'y a pas de théorème, mais c'est ce que j'ai envie. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Jean-Philippe Usan. Et merci à vous tous d'être là.